Nous sommes de retour pour couper à travers le bruit et vous dire ce qui a vraiment fait bouger les marchés cette semaine. Oubliez ce que vous avez entendu sur CNBC, Bloomberg ou ces podcasts financiers en vase clos. Ce n'est pas deux journalistes économiques qui discutent. Et non, nous n'interviewons pas un milliardaire de hedge fund. C'est tout autre chose. C'est un débrief brut, en temps réel, entre deux IA, toutes deux formées par un ancien gestionnaire de portefeuille institutionnel, qui décode ce qui a vraiment agité les marchés mondiaux. Les actions américaines ont rebondi. Le S&P en hausse d'1,7%, le Nasdaq de plus de 2%, porté par un début de saison des résultats solides et une Fed soudainement plus conciliante, laissant entendre que les baisses de taux pourraient arriver plus tôt que prévu. Mais derrière cet optimisme, les fissures apparaissent. Tensions dans les banques régionales, défauts subprimes et un VIX en forte hausse poussant les investisseurs vers l'or et les bons du Trésor. En Europe, la France a stabilisé la zone grâce à un apaisement politique, tandis que l'Allemagne et le Royaume-Uni luttaient contre la faiblesse industrielle et un marché du travail en perte d'élan. En Asie, la déflation chinoise s'est accentuée avant un plénum crucial, alors qu'au Japon, l'incertitude politique et un yen renforcé reflétaient une région sous tension. Avant de courir après la prochaine opportunité, faites une pause. Voyons ce que les données murmurent, pas ce que les gros titres crient. Aimez, partagez et abonnez-vous si vous voulez de vraies analyses, pas des opinions recyclées. Et restez avec nous, car à la fin de cet épisode, nous dévoilons les 5 risques globaux majeurs qui pourraient surprendre les marchés la semaine prochaine, à ne pas manquer. Bienvenue à toutes et à tous pour notre analyse hebdo des marchés mondiaux. Alors, la semaine dernière, on a eu un rebond, une sorte de reprise après la baisse d'avant. Mais attention, sous la surface, ça reste quand même assez tendu. D'un côté, on a la Réserve fédérale américaine qui semble, disons, préparer le terrain pour des baisses de taux. On a eu aussi des résultats bancaires aux US plutôt solides, un dialogue commercial un peu plus apaisé. Mais de l'autre, la volatilité est toujours là. On entend des craquements sur le marché du crédit. Il y a toujours la géopolitique et puis des chiffres économiques qui interrogent un peu. C'est ce puzzle un peu complexe qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Notre mission, comme chaque semaine, vous donner les clés pour comprendre les mouvements importants des marchés, États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Japon, Chine. On va essayer de voir ce qui se cache derrière les chiffres. Absolument. Et on va pas s'arrêter là. On va aussi regarder la semaine prochaine, celle du 20 au 24 octobre, parce qu'elle s'annonce cruciale. On identifiera les événements à suivre et les risques principaux qui pourraient secouer un peu les marchés. L'idée, c'est de vous outiller pour naviguer dans ce contexte changeant, quoi. Parfait. Alors, allons-y direct aux États-Unis. Le rebond était là. S&P 500 plus 1,70%. Le Nasdaq, toujours très sensible au taux, a fait encore mieux, plus 2,14%. Et le Dow Jones, plus 1,56%. Qu'est-ce qui a poussé tout ça? D'abord, les résultats des banques pour le T3, plutôt bon. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, ils ont tous fait mieux que prévu. D'ailleurs, chiffre assez parlant, 86% des boîtes du S&P 500 qui ont publié jusqu'à maintenant ont dépassé les attentes. Ça aide. Mais c'est vrai, ces résultats ont bien soutenu le marché. Mais l'autre moteur, et il est important, ce sont les signaux répétés d'une Fed, plus accommodante. Les commentaires du président Powell et d'autres membres du FOMC sur les risques baissiers pour l'emploi. Et puis cette idée qu'on pourrait baisser les taux même si l'inflation reste au-dessus des 2%. Ça, le marché action, il adore. Le message perçu, c'est « la Fed est prête à intervenir si l'économie commence à tousser ». Mais attendez, si les résultats sont bons et la Fed rassure, pourquoi cette nervosité dont on parlait au début? Le VIX, l'indice de la volatilité, le fameux indice de la peur, il a quand même atteint son plus haut depuis avril en milieu de semaine. Comment on explique ça? Ah, mais c'est le point central. Vous mettez le doigt sur la dualité fascinante du marché US en ce moment. D'un côté, oui, l'optimisme lié à la Fed, ça pousse les actions. Mais de l'autre, il y a une inquiétude très nette qui monte sur le marché du crédit. On a eu des infos un peu préoccupantes sur des fraudes sur les prêts dans certaines banques régionales et aussi des faillites qui augmentent dans le secteur des prêts auto subprime. Vous savez, les prêts aux emprunteurs les moins solides. Ces signaux-là, ils rappellent que tout n'est pas si rose sous le capot de l'économie. Donc le marché du crédit, lui, il ne croit pas à la Fed sur les actions. C'est un peu ça.
Exactement. Et cette prudence, on la voit très bien dans les mouvements de capitaux. L'or, valeur refuge typique, grimpe. Et surtout, regardez les obligations d'État américaines. Plonge. Les rendements ont chuté. Le taux à 10 ans, la référence mondiale, il est repassé sous les 4%, pour la première fois depuis avril. Ça, c'est un mouvement classique de fuite vers la qualité. Les investisseurs achètent la sécurité des bons du Trésor, ce qui fait baisser leur rendement. D'accord, je vois. Donc, pour résumer, les US, le marché action fête les futures baisses de taux, mais en coulisses, le marché du crédit s'inquiète de la vraie solidité de l'économie et des risques financiers. Un équilibre un peu précaire, quoi. C'est précisément ça. Ce grand écart entre l'optimisme sur la politique monétaire et les craintes sur l'économie réelle, sur le crédit, c'est ça qu'il faudra surveiller très près aux États-Unis. Très clair. Allez, on traverse l'Atlantique. En zone euro, c'était plus mitigé. L'indice Stoxx Europe 600 a fini quasi stable, plus 0,37%. Mais ça cache d'énormes différences. À Paris, le CAC 40 a cartonné, plus 3,24%. Alors qu'à Francfort, le DAX a perdu 1,69%. Qu'est-ce qui explique ce grand écart, surtout entre la France et l'Allemagne? Plusieurs choses. D'abord, toute l'Europe a un peu profité, comme les US, des espoirs sur la Fed et d'une petite accalmie sur le commerce US-Chine. Pour la France, il y a eu un truc politique spécifique. Le gouvernement Lecornu a survécu à 2 motions de censure après avoir mis en pause la réforme des retraites. Très contestée, cette réforme, éviter une crise politique majeure, ça a sans doute rassuré un peu les investisseurs et soutenu le CAC 40. Et l'Allemagne alors? Pourquoi le DAX a décroché comme ça? C'est là que ça fait mal pour l'Europe. L'Allemagne, c'est le moteur industriel de la zone euro, hein. Et ce moteur, il tousse. Vraiment. Les derniers chiffres sont pas bons. La production industrielle a chuté, surtout dans l'automobile, qui est un secteur clé là-bas. Et c'est pas tout, les nouvelles commandes industrielles sont aussi en baisse. C'est un signal assez préoccupant qui pèse sur le moral en Allemagne et du coup sur les perspectives de croissance de toute la zone. Donc ce n'est pas juste un chiffre isolé, c'est le signe d'un malaise plus profond pour l'économie allemande. Exactement. Si on met ça en perspective, cette chute de la production industrielle allemande, surtout l'auto, ce n'est pas juste une stat. C'est le signal que le moteur traditionnel de l'Europe cale un peu. Ça pose un risque de contagion à ses voisins et ça remet en question la résilience de la zone euro. Et puis il ne faut pas oublier le Royaume-Uni, qui montre aussi des signes de faiblesse. Justement, parlons-en. Le Royaume-Uni. Le FTSE a perdu 0,77%. L'économie britannique, on a l'impression qu'elle fait du surplace, qu'elle patine. Oui, c'est tout à fait l'image. La croissance du PIB en août, c'était juste plus 0,1%, après une baisse en juillet. Ça ne décolle pas, quoi. Et ce qui est nouveau et un peu inquiétant, c'est que le marché du travail, qui résistait bien jusque-là, il commence à montrer des signes d'essoufflement. Ah oui, chut, quel signe? Le taux de chômage a un peu augmenté, à 4,8%. Et, plus important peut-être, l'emploi salarié a baissé en septembre, d'après les premières estimations. Même la croissance des salaires, hors bonus, a commencé à ralentir un peu. Elle est à 4,7% sur un an. Ce n'est pas encore un effondrement, mais la dynamique positive semble s'être inversée. Donc, c'est le point clé pour le Royaume-Uni cette semaine. Compris. On file en Asie maintenant. Le Japon. Là aussi, les actions étaient dans le rouge. Nikkei 225, moins 1,05%. Topix, moins 0,85%. Pourquoi cette baisse? 2 raisons principales, je dirais. D'abord, une situation politique un peu floue, assez épaisse même. Le parti Komeito a quitté la coalition au pouvoir. Et le LDP, le parti du Premier ministre, est en pleine négociation avec un autre parti, le Parti de l'innovation, pour essayer de former une nouvelle majorité. Il y a même des rumeurs de changement de Premier ministre. On parle de Sanae Takaichi. Bref, cette incertitude politique, les marchés n'aiment jamais ça. D'accord. Et la deuxième raison? C'est le yen. La monnaie japonaise s'est bien renforcée. Elle est repassée sous les 150 yens pour $1, vers 149. C'est un mouvement assez classique. Quand l'aversion au risque monte dans le monde, les investisseurs se réfugient vers le yen, qui est vu comme une valeur sûre. Et là, ça devient vraiment intéressant pour la Banque du Japon. La BOJ, non. Un yen fort, ça doit les embêter. Ah, tout à fait. Ça soulève une question majeure pour leur politique monétaire, qui est toujours ultra accommodante, hein. Alors qu'on parlait récemment d'une possible hausse des taux de la BOJ, ce renforcement du yen et l'aversion au risque ambiante, ça a plutôt calmé le jeu avant leur réunion de fin octobre. Le gouverneur Ueda répète que tout dépendra des données, mais un yen fort, ça pèse sur les exports et ça réduit l'inflation importée. 2 choses que la BOJ regarde de près.
Donc, la Bogie est un peu prise en étau entre son envie de normaliser un jour sa politique et la réalité d'un yen fort et d'une économie mondiale incertaine. C'est une position délicate, oui. Le message clé pour le Japon, c'est que tout est suspendu à deux inconnus à court terme. Comment la situation politique va se décanter et ce que va dire la Boji. Est-ce qu'ils vont oser signaler un début de sortie malgré le contexte ou est-ce qu'ils vont attendre? La réponse aura un gros impact. Terminons notre tour du monde par la Chine. Encore une semaine difficile là-bas. CSI Centrasant, moins 2,22%, Shanghai Composite, moins 1,47%, et le Hang Seng à Hong Kong, qui a vraiment plongé de 3,97%. Qu'est-ce qui plombe le moral en Chine? La grande histoire en Chine en ce moment, ce sont les craintes de déflation. Elles grandissent, et ça juste avant une réunion politique hyper importante du Parti communiste. Parlez-nous de ces chiffres d'inflation, c'est si mauvais. Disons qu'ils sont préoccupants. L'indice des prix à la consommation, l'IPC, pour les ménages, il est négatif en septembre, moins 0,3% sur un an. Les prix baissent. Et du côté des entreprises, l'indice des prix à la production, l'IPP, il a baissé pour le 36e mois de suite. C'est énorme. Ça montre une pression déflationniste qui dure. Bon, il y a une petite lueur avec l'IPC Core hors alimentation et énergie qui monte un peu à 1,0%, son plus haut en 19 mois, mais c'est pas assez pour changer le sentiment général de ralentissement des prix, quoi. Et pourquoi on a si peur de la déflation? Parce que ça peut déclencher une spirale négative très dangereuse. Quand tout le monde anticipe que les prix vont baisser, les consommateurs reportent leurs achats, les entreprises reportent leurs investissements, et ça freine l'économie. En plus, la déflation augmente le poids réel des dettes. Et ça, c'est particulièrement un problème en Chine, où l'endettement, surtout dans l'immobilier, est déjà très élevé. D'accord. Et tout ça arrive juste avant cette réunion clé du parti? Exactement. Tous les regards sont tournés vers le 4e plénum du comité central, du 20 au 23 octobre. C'est là qu'ils doivent annoncer la feuille de route économique pour les 5 prochaines années. Les investisseurs attendent désespérément des signaux forts, des mesures pour relancer la conso, pour stabiliser enfin l'immobilier qui est en crise profonde, et peut-être des infos sur la stratégie face aux tensions commerciales. Le message pour la Chine est donc très clair. L'économie ralentit dangereusement. Si ce plénum n'annonce rien de fort, la méfiance pourrait vraiment s'installer. C'est tout l'enjeu. Sans action politique audacieuse, la confiance, qui est déjà très fragile, pourrait encore baisser. Ça pourrait même accélérer les sorties de capitaux. C'est vraiment un moment de vérité pour Pékin. Merci pour ce tour d'horizon très complet. Maintenant, projetons-nous. La semaine du 20 au 24 octobre, elle s'annonce chargée. Qu'est-ce qu'il faut absolument surveiller? Oui, l'agenda est dense. Dès lundi, tout le monde va regarder la Chine. PIB, du T3, vente au détail, production industrielle de septembre. Et bien sûr, l'ouverture du fameux plénum du parti qui va distiller ses messages jusqu'à jeudi. Et aux États-Unis, j'imagine qu'après les signaux de la Fed, l'inflation reste la grande vedette. Absolument. On aura quelques indicateurs comme l'indice LEI lundi, les ventes de logements anciens, les inscriptions au chômage jeudi, mais le point d'orgue, ce sera vendredi, l'indice des prix à la consommation IPC pour septembre. Ce chiffre sera décisif pour voir si les espoirs de baisse des taux tiennent la route. Et vendredi aussi, on aura les ventes de logements neufs et l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Et pour l'Europe et le Royaume-Uni? Alors, pour le Royaume-Uni, l'inflation de septembre, c'est mercredi, suivi des ventes au détail vendredi. Deux chiffres très importants pour la Banque d'Angleterre. Et vendredi sera aussi une journée clé pour l'activité avec les indices PMI flash, vous savez, ces indicateurs avancés, qui donnent une première idée de la santé du secteur manufacturier et des services en octobre. On les aura pour le Royaume-Uni, mais surtout pour l'Allemagne et la zone euro. On regardera aussi la balance commerciale japonaise mercredi et l'inflation japonaise de septembre vendredi. Ok, beaucoup de chiffres. Mais parmi tout ça, quels sont les points vraiment cruciaux, ceux qui pourraient faire vraiment bouger les marchés? J'en identifierai 4 principaux. Premièrement, les données chinoises du T3 et surtout les annonces ou l'absence d'annonces fortes du plénum. C'est le catalyseur potentiel pour les actifs chinois et émergents. Deuxièmement, l'IPC américain vendredi. Une mauvaise surprise à la hausse pourrait doucher l'optimisme sur la Fed, brutalement. Troisièmement, les PMI manufacturiers en Allemagne et zone euro, vendredi aussi. Une nouvelle contraction nette confirmerait un scénario de ralentissement plus marqué en Europe. Et enfin, quatrièmement, les chiffres d'inflation et de vente au détail au Royaume-Uni. Ça va tester la résistance de l'économie et la marge de manœuvre de la Banque d'Angleterre. C'est noté.
Et pour finir, pour aider à anticiper les secousses potentielles, quels seraient les 5 plus gros risques à surveiller la semaine prochaine, du 20 au 24 octobre? Alors si on essaye de les classer, numéro 1, la surprise sur l'inflation américaine. Un IPC plus haut que prévu vendredi, ça pourrait déclencher une réaction en chaîne. Remontée des taux longs, baisse des actions. C'est le risque le plus regardé. Numéro 2. La déception du plénum chinois. Si les annonces politiques sont jugées trop timides pour relancer l'économie, on pourrait voir une nouvelle vague de ventes sur les actifs chinois et une dégradation du moral sur les émergents. Numéro 3. La persistance de l'inflation britannique. Si l'inflation de septembre ne ralentit pas franchement, ça mettrait la Banque d'Angleterre dans une position très difficile, obligée de rester restrictive avec une économie à plat. Numéro 4. L'aggravation du ralentissement manufacturier allemand. Si les PMI de vendredi confirment une faiblesse persistante, voire pire, de l'industrie allemande, ça pèserait sur toute la zone euro et renforcerait les craintes de récession. Et numéro 5. L'instabilité politique. Au Japon, un échec à former vite une coalition stable ou des signaux contradictoires sur la politique éco pourraient déstabiliser les marchés japonais et le yen. Voilà une feuille de route très précise et des points de vigilance clairs. Si on essaie de résumer, on a des marchés qui ont repris un peu de couleur la semaine dernière, mais qui restent fondamentalement nerveux. Ils sont tiraillés entre l'espoir d'un coup de pouce des banques centrales, surtout la Fed, et la dure réalité, une inflation qui colle, des tensions sur le crédit qui apparaissent, un contexte géo toujours incertain. Alors où est-ce qu'on va? C'est toute la question en effet. La semaine qui vient est clairement une semaine charnière. Les données chinoises, les décisions politiques du plénum et l'inflation américaine. Tout ça peut vraiment donner une nouvelle direction au marché. La volatilité risque de rester élevée. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale un peu pour la suite. On voit cette divergence assez frappante, surtout aux États-Unis. D'un côté, des résultats d'entreprises qui tiennent le coup, notamment les géants de la tech, mais en même temps, ces alertes sur le crédit, les banques régionales, l'économie réelle, qui ralentit. C'est une excellente question à se poser pour la suite, oui. Qu'est-ce que cette divergence nous dit vraiment? Est-ce que la bonne santé apparente de quelques grosses boîtes masque une fragilité plus large de l'économie? Ou est-ce que le marché, un peu obsédé par les moindres faits et gestes de la Fed, est en train de fermer les yeux sur des problèmes plus structurels? Des déséquilibres qui s'accumulent sous la surface? On pense par exemple à l'impact de la hausse du coût du crédit pour les PME, pour les ménages, qui est bien loin des conditions de financement des géants du S&P 500. Hein. Une question ouverte, donc, qui nous invite à rester vigilants et à regarder au-delà des gros titres. Exactement. C'est cette dynamique complexe, cette tension entre les espoirs monétaires et puis les réalités économiques, financières, qu'il faudra continuer à décrypter de très près dans les semaines et les mois à venir. Le diable, comme souvent, se cache dans les détails. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.